répondre à ton propos, je vais répondre par une anecdote. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est rentré en contact avec moi en privé, après avoir fait des commentaires sur Twitter sur la paix entre je vais dire ça grossièrement, entre les salafis et les malikites, mais en fait entre les salafis et les néo-ash'arites. Et ensuite, me contacte en privé pour dire qu'il a déjà entendu parler de moi, qu'on avait des connaissances en commun, que, bon, lui apparemment, il a étudié à Riyad, et que je pense que ça a fait du bruit, hein. C'était des étudiants de Riyad qui était néo-acharite et qui donc avait renié le wahhabisme. Et il rentre en contact avec moi et il me fait une remarque sur moi. Bon, c'est moi le grand prétentieux. Il me dit j'ai une belle élocution, mais que ça ne pallie pas les tares qui sont dus à ma formation. Voilà. Et notamment les tares en mantiq et au usul al-fiqh. Et il m'a fait comprendre que, contrairement à lui, si j'avais étudié ces matières, je pourrais mieux éventuellement pénétrer le conflit entre les no-ash'arites et les wahhabites littéralistes. Et je serais plus à même de comprendre que les wahhabites sont littéralistes et que les néo-ash'arites, eux, sont des intellectuels. Là, c'est le discours en substance. Donc, à quelqu'un comme moi, il faut pas dire des choses pareilles. Voilà. Et là, c'est prendre dans la rallye. Bon, bien sûr, je suis dans la réaction. Et j'ai senti qu'il me prenait de haut. De toute façon, il faut savoir que les intellectuels, ils prennent les autres de haut. C'est quasiment une règle. S'il n'y a pas la taqwa, un intellectuel, il prend les autres de haut. S'il n'est pas régulé par la taqwa, il prend les autres au sol et le fiqh. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, al-mantiq, c'est une matière béquille. C'est exactement comme le développement personnel. C'est exactement comme la sociologie. C'est exactement comme la psychologie. Ce sont des matières béquilles. Et certains, ils adoptent ces choses instinctivement. Et à la limite, quand tu leur enseignes ces choses, tu les embrouilles. Puisque eux, ils ont ces choses par instinct. Et moi, en l'occurrence, comme je fonctionne à l'instinct, ce sont des choses que je comprends instinctivement. Bon, là, bien sûr, il m'a encore plus appris d'eau. Il m'a dit, ah ok, il m'a dit, donc tu, comment dire, tu tranches dans ces questions par instinct. Je l'ai laissé, donc c'est pas de problème, il me posait plein de questions, je l'ai laissé. Mais en fait, ce que je vais lui faire comprendre, c'est qu'il y a deux grands types d'individus. Et ça, je l'ai remarqué dans mes débats avec les darwinistes. Les deux grands types d'individus, il y a, même que ce soit HP et HPE, c'est pas un problème. On va dire, même si on va prendre dans la branche ou dans l'ensemble des HPI. Dans les HPI, il y a deux grands ensembles. Il y a les matheux et il y a les littéraires. En l'occurrence, les matheux, ils seront attirés vers les sciences du hadith. Bon, là, on parle dans le domaine des sciences religieuses. Et les littéraires, ils seront plus attirés vers la aqidah. Donc les matheux, ils iront plus vers les matières formelles, formalistes. Donc ça sera plus éventuellement fiqh, quoique, en fait, ça sera plutôt usul al-fiqh. Là, on est chez les HPI. Hein. Donc ils vont prendre usul al-fiqh, ils vont prendre mantiq, et ils vont prendre aussi hadith. Parce que ce sont des matières de logique, mathématicienne. À l'inverse, un HPI littéraire, il sera plus attiré par la aqidah. Donc ce n'est pas une question de penchant idéologique, en fait, c'est des penchants innés physiologiques. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que j'ai remarqué dans le discours les darwinistes, c'est que quand on a un discours biaisé, d'une façon ou d'une autre, on fait en sorte de le laisser formaliste. On est très formaliste. Pourquoi? Parce que grâce à la forme, et on peut utiliser le terme factuel, donc le terme factuel n'est pas faux pour parler de formalisme, on reste sur la forme. C'est pourquoi? C'est pour compenser les lacunes que revêt notre discours et nos conclusions. Et cela, je l'ai remarqué avec les néo-ash'arites, qui utilisent des matières, en vérité, ce sont ce qu'on appelle des matières outils, pour faire adopter leur point de vue dans des matières essentielles et fondamentales. Ils utilisent la langue arabe, ils utilisent usul al-fiqh,
ils utilisent le mantiq pour orienter des matières essentielles comme le fiqh, le tafsir et surtout la aqida, voire même le hadith, vers leur idéologie. Et c'est exactement ce que font les darwinistes. Ils utilisent la biologie, ils utilisent éventuellement la physique et beaucoup de matières de ce qu'on appelle les sciences naturelles pour orienter leur vision du monde ou faire orienter, on va dire, les conclusions de leurs travaux en accord avec leur vision du monde. Et ce qui s'est passé avec les darwinistes, les athées, les gnostiques, ils me prenaient de haut, ça c'est une première chose. Parce que je ne faisais pas partie de leur monde universitaire. Parce que je ne maîtrisais pas leur vocabulaire. Et parce que je ne connaissais pas, en l'occurrence, leur terminologie. Mais, grâce à Dieu, et instinctivement, au bout de 10 minutes d'échange avec eux, j'ai compris leur supercherie. Et là, bien sûr, un formaliste, quand je vais dire une chose pareille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rire. Alors, qu'est-ce que la supercherie darwiniste? La supercherie darwiniste, on la retrouve dans ces 3 termes fondamentaux. C'est une chose que j'ai découvert au bout de 10 minutes d'échange avec eux, alors qu'ils me prenaient de haut. D'ailleurs, ils m'ont même épinglé en se moquant de moi, parce que je leur ai dit, je ne suis pas un biologiste, mais je peux prouver que le darwinisme est une imposture. Et ils se sont tous ris de moi, je crois, ils ont épinglé mon tweet et ils l'ont envoyé dans le monde entier pour se moquer de moi. Il y en a même certains biologistes qui m'ont pris pour exemple de caricature auprès de leurs élèves. C'est pour dire. Donc, au bout de 10 minutes, j'ai compris qu'il y a 3 termes qui sont indispensables. C'est biogénèse, micro-évolution, macroévolution. Que font les darwinistes? Ils constatent, étant donné que beaucoup, on va dire, de littéralistes religieux ne croient pas ou occultent ou renient la micro-évolution. Donc, ils profitent de cet art pour démontrer qu'il y a des exemples de microévolution qui sont scientifiquement prouvables. Qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils font une analogie pour extrapoler les exemples de microévolution vers la macroévolution. Et cette analogie-là, elle n'est pas scientifique. C'est une erreur méthodologique. Cette approche, elle est complètement biaisée. Bon, j'ai compris ce travers au bout de 10 minutes. C'était qu'une au bout de 10 minutes. Ça peut paraître prétentieux de ma part. Qu'est-ce qu'ils font en réaction? T'es un ignorant, tu n'as pas étudié, il y a des savants des grandes universités dans le monde qui maîtrisent le sujet et qui n'ont pas remarqué ce que tu remarques. Ils ne disent pas la même chose que toi, ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions que toi, tu ne sais même pas définir qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'une race, et ainsi de suite. Donc tu ne connais même pas les vocabulaires formalistes des branches qui touchent au darwinisme et tu viens ostentationnellement trancher sur le sujet. Je leur dis, je vous laisse tout ça, c'est de la forme, c'est du factuel, c'est du formalisme. Moi je vous le dis d'un point de vue purement analytique que cette conclusion elle est biaisée. Eh bien c'est exactement la même chose avec le mantiq. C'est exactement la même chose avec usul al-fiqh. C'est-à-dire que si demain, je rencontre une personne qui maîtrise usul al-fiqh et le mantiq sur les doigts, et qui va chercher à me prouver que le credo traditionnaliste il est terre à terre, archaïque, puisque le mantiq le remet en question, eh bien je vais lui dire, garde tes formes pour toi, aussi belles soient-elles, mais le fait est que dans les faits, d'un point de vue purement analytique, le mantiq, c'est une imposture. Et là, ça me fait rebondir sur les propos d'un moine dominicain, Adrien Candia, donc, dont j'ai commenté l'une de ses interventions récemment, et qui dit que le salafisme, c'est un mouvement qui est purement moderne.
En fait, il dit qu'il est moderne parce qu'il s'inscrit en réaction à la modernité. Et en fait, il est moderne pour d'autres raisons. Il est moderne parce qu'il s'associe avec les anglo-saxons sur la critique de la logique formelle. C'est-à-dire que dès le XIIe, XIIIe siècle de la chrétienne, les anglo-saxons se sont émancipés du catholicisme, et ça a créé le protestantisme. Ils se sont émancipés, bien sûr, en fait, le protestantisme, c'est l'avatar du catholicisme, et ensuite l'humanisme, c'est l'avatar du protestantisme. Mais en fait, le protestantisme, c'est une phase intermédiaire vers l'humanisme. C'est pas un problème. D'ailleurs, actuellement, les musulmans, ils cherchent à faire la même chose avec le réformisme. C'est pas un problème. En tout cas, il y a des grands auteurs anglais, comme Roger Bacon, qui est contemporain d'Ibn Taymiyyah. Donc ils ont inventé l'empirisme. Enfin, en tout cas, ils ont développé la philosophie empiriste. Et ensuite, un même auteur anglais qui s'appelle Guillaume d'Ockham, qui est aussi contemporain d'Ibn Taymiyyah, voire légèrement plus tôt, qui a prôné le nominalisme, en sachant qu'il n'en est pas le premier auteur. Et de fil en aiguille, on arrive à des grands philosophes occidentaux, tels que Francis Bacon, donc c'est autre que Roger Bacon, qui a aussi réfuté la logique formelle et l'aristotélicisme, et Hobbes, qui a aussi contribué à la mise à mal du catholicisme et donc de la logique formelle, qui a introduit le catholicisme. Et ensuite on arrive à Descartes, et ensuite on arrive aux grands philosophes empiriques de l'empirisme moderne, de l'utilitarisme, comme John Stuart Mills et David Hume, qui ont complètement révolutionné l'époque moderne. Ainsi, nous assistons à un phénomène qui est extraordinaire. Autrement dit, il y a deux grands perdants face à l'essor de l'Occident et donc l'essor de l'empirisme et du pragmatisme. Les premiers perdants, ce sont le catholicisme, donc qui ont définitivement rendu l'âme après la Révolution française. Après, ça a pris du temps. On va dire qu'ici en France, le coup de grâce est fait en 1905 avec la loi, la séparation de l'État et de l'Église. En tout cas, c'est la première grande victime de la philosophie moderne et du pragmatisme, ou en tout cas des philosophies matérialistes. La seconde victime, et cela on le sent moins, ce sont l'islam traditionnel musulman. L'islam traditionnel musulman, on va donner l'exemple ici du Maroc, qui est incarné par le malikisme, soufisme et acharisme, et qui ont pour, on va dire, dénominateur commun, ou pour vecteur, on va dire, de la culture religieuse du Maghreb, et qui est quoi? Qui est le mantiq. Le mantiq qui est issu bien sûr de la logique grecque. Et en définitive, le catholicisme, tant le catholicisme que l'islam traditionnel maghrébin, ils sont obsolètes. Et ils doivent s'adapter au monde moderne. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour s'adapter au monde moderne, ils doivent se débarrasser d'un élément qui a été intrus dans leur patrimoine réciproque, et qui est la logique grecque. C'est complètement paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des éléments qu'ils auraient dû exclure par leur simple littéralisme ou leur simple fidélité à l'orthodoxie. C'est exactement ce que prône Ibn Taymiyyah. Et en fait, ils vont être amenés à l'exclure par la force des choses, étant donné qu'actuellement, la logique grecque c'est considéré comme obsolète. Puisque maintenant, c'est une chose qui est établie. Et ça me ramène au point suivant. Le point suivant est de dire que, pour répondre aux tenants du nominalisme, comme le font les catholiques, ils disent que le nominalisme, ils sont contre les religions, puisque ce sont des mouvements gnostiques et matérialistes. Mais en fait, c'est la forme extrême de ces mouvements,
parce qu'ils s'inscrivent en réaction aux abus du catholicisme, qui ont introduit de façon fallacieuse et grossière la logique grecque dans leur credo et leur corpus. Donc c'est une forme extrême, mais Ibn Taymiyyah, lui, rahimahullah, il présente la forme idéale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait c'est une double action. C'est-à-dire la révélation qui est associée au nominalisme. Et donc, ici, il s'inscrit au milieu entre deux extrêmes, entre la rationalité matérialisme ou la matérialité du nominalisme, et, et à l'opposé, entre l'incohérence et l'irrationalité de la logique grecque. Ibn Taymiyyah, il est au milieu. Il dit, nous, on a besoin de la révélation et du nominalisme. Et non pas du nominalisme tout seul, comme le prétendent les modernes, et non pas, on va dire, la révélation entre guillemets toute seule, parce qu'ils entendent par révélation, et ils entendent la révélation polluée ou infiltrée par la logique grecque. Alors que la vraie voie, c'est la révélation littéraliste dénuée de la logique grecque, ce que les gens assimilent à du littéralisme grossier, alors que d'un point de vue purement logique, c'est la méthodologie adoptée, et qui prône un nominalisme, c'est-à-dire se débarrasser de la logique formelle. Et en s'étant débarrassé de la logique formelle, que l'Occident a réussi à s'émanciper et à promouvoir la révolution industrielle. Donc ce sont certainement des points que je vais développer à l'avenir. Mais là où je veux en venir, c'est que tu as soulevé une chose qui est extrêmement intéressante, et qui est qu'en réalité, on assiste actuellement, chez les anglo-saxons, à un discours qui est complètement décomplexé vis-à-vis des religions. D'ailleurs, ils sont souvent en avance par rapport à l'Occident. On le dit souvent, hein, que dans les thèmes tels que Ibn Taymiyyah, tels que le salafisme, les anglo-saxons, malheureusement, ils sont souvent en avance sur la France, hein, ils 10-20 ans. Ils sont toujours en avance sur la France, voire même les Allemands. On peut expliquer cela par le fait que la France ne s'est pas totalement débarrassée de son expérience coloniale, mais il y a d'autres facteurs qui sont beaucoup plus anthropologiques et qui sont que les anglo-saxons sont les premiers qui se sont émancipés de la logique formelle et qu'ils ont opté pour le pragmatisme. Et c'est d'ailleurs, on le voit d'ailleurs actuellement, c'est que la France, qui se dit émancipée du catholicisme, elle a gardé cette tare formaliste, qui n'est pas en réalité, qui n'est pas une tare, mais qui a gardé ce penchant formaliste dans sa culture, qui paradoxalement s'est émancipée du catholicisme. On le voit donc dans les études, on le voit dans un certain nombre de choses. Et ça va me fait rebondir sur un autre sujet, mais avant d'en parler, tandis que les anglo-saxons, eux, ils sont beaucoup plus fonctionnels et pragmatiques, et ce qui est beaucoup plus en phase avec on va dire, entre guillemets, la philosophie musulmane, mais c'est vraiment entre guillemets, bien sûr. Et c'est la raison et c'est ce qui fait que le salafisme est un mouvement qui est purement moderne, et qui est même au summum de la modernité, puisqu'il rejoint la révolution, on va dire, protestante et anglo-saxonne, qui s'est érigée contre le vieux continent, entre guillemets, et le formalisme qui gangrénait l'émancipation intellectuelle des Européens. On l'a vu d'ailleurs avec l'épisode de Thomas d'Aquin et la scolastique. Donc là, ça me fait rebondir sur le fait de faire des études ou non. Donc on peut souvent, on me met en avant ce point que pour être reconnu, il faut avoir fait des études. Et souvent on me dit, mais pourquoi n'as-tu pas continué les études? D'ailleurs, moi-même, pendant longtemps, j'ai regretté de ne pas avoir fait de longues études. Mais en définitive, c'est une émancipation. C'est-à-dire qu'avec du recul, ne pas avoir fait de longues études, on l'a compensé tant bien que mal, mais avec du recul, et à contrario, on peut dire que ne pas avoir fait des études, c'est une forme d'émancipation, puisque les études, par définition, elles vous embriquent dans un carcan et dans un format en particulier, puisqu'on y met les moyens financiers, on y met les moyens idéologiques et intellectuels pour que vous entriez dans ce format. Et en plus, à la fin de cette formation de formatage, vous êtes récompensé.
comme on récompense dans le religieux, par une ijaza. C'est complètement symbolique. Donc en définitive, avec du recul, grâce à Dieu, je n'ai aucun remords, aucun regret de ne pas avoir fait des grandes études. Et, et que, par exemple, des formalistes viennent me prendre de haut, me dire que tu n'as aucune reconnaissance, étant donné que tu n'es pas docteur, eh bien je prends cela dorénavant pour un compliment, plus que pour un complexe, comme j'aurais pu éventuellement le faire par le passé. Et je vais conclure sur un point, en disant que le catholicisme, de toute façon, ils sont habitués à la compromission, sans vouloir vexer les catholiques. Donc, et d'ailleurs, on le sent un petit peu dans le discours officiel catholique, la manière pour les catholiques de sortir du grand désarroi dans lequel ils sont plongés depuis 2 siècles, c'est de s'émanciper de la logique grecque. Mais malheureusement, dans le cas du catholicisme, ça remettra en question la Trinité, étant donné qu'ils l'ont expliqué grâce à la logique grecque. Donc, en cela, ils ne s'émanciperont jamais, mais simplement, ils pourront faire semblant de s'émanciper, comme ils ont l'habitude de le faire. Et pour ce qui est de l'islam traditionnel maghrébin, puisque c'est l'exemple que nous prenons, je précise bien cela, la seule façon de récupérer le retard, c'est de s'émanciper de la logique formelle, mais ils ne pourront jamais le faire, étant donné qu'ils ont construit le credo néo-acharite sur la logique formelle. Donc c'est exactement le même cas que les catholiques, et là il y a un point commun entre eux. Mais le raisonnement ne s'arrête pas là. C'est que, qu'est-ce qui a mené vers l'humanisme? C'est l'émancipation du catholicisme et de la logique formelle. Et en passant par le protestantisme. C'est exactement le cheminement vers lequel se profilent les musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, ils veulent imiter, on va dire, l'évolution occidentale. Parce qu'il y a eu l'obscurantisme, ça serait l'islam rigide et mythique, mythologique, qui tendrait à scléroser l'ijtihad. Donc ça, c'est un islam mythique. Ensuite, on passe à l'islam des Lumières, comme l'époque des Lumières. Et avant ça, il y a eu la Renaissance. N'oubliez pas que les mouvements contemporains, Nahda, ils se calquent sur cette évolution européenne. Donc la Renaissance, ensuite les Lumières, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'étape intermédiaire protestante, et ensuite l'émancipation. Qu'est-ce que l'émancipation? C'est l'humanisme, purement et simplement. C'est-à-dire que inconsciemment, les mouvements modernes, contemporains, musulmans, islamiques, ils nous emmènent vers l'émancipation de la religion. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si on suit les mêmes étapes que l'Occident, il faut savoir que la franc-maçonnerie, elle a gangréné ces mouvements émancipateurs, avec des organisations secrètes sous forme pyramidale qui se sont appelées frères. Les frères, liberté, égalité, fraternité, qui ont éventuellement calqué ce modèle ou qui ont repris ce nom avec l'expérience des Templiers, qui ont côtoyé Ikhwan et Safa, donc les organisations secrètes occultes au Moyen-Orient. Donc il y a le terme frère, les frères de la pureté. Donc ça a donné des siècles plus tard l'un des hypostases du symbole de la France avec égalité, fraternité et liberté. Et là où je veux en venir, c'est que le mouvement des frères musulmans, aussi sincère soient ses représentants, ils ont exactement le même, on va dire, postulat que les francs-maçons qui ont infiltré les mouvements catholiques, voire protestants, pour déstabiliser le pouvoir en place et arrive à la Révolution. Et avec 3 grands postulats. Le premier, c'est l'agnostique. Ils étaient tenants de l'agnostique. Simplement, c'est une gnostique qui est cachée. Elle est cachée de diverses façons. Par le calem, la scolastique, mais bien sûr, beaucoup de ces tenants n'en ont pas conscience. Et la deuxième, c'est par son avatar ou sa forme à outrance, outrancière, c'est le monisme panthéisme. Donc on retrouve ça chez les chrétiens, on retrouve ça chez les musulmans.
Et le deuxième, on va dire, c'est un vecteur. Le deuxième vecteur, c'est la révolte ou l'insurrection contre le pouvoir en place et la mise à mal de ces deux piliers que sont le clergé et la royauté. Eh bien, ces trois variantes, ou ces trois composantes, ou ces trois vecteurs, on les retrouve au cœur même, ce qui peut paraître paradoxal, des organisations franc-musulmanes qui ont calqué la franc-maçonnerie pour s'émanciper de l'ancien monde et entrer dans la modernité. Donc, on sait où va nous mener les mouvements réformateurs musulmans, puisqu'on en a eu l'expérience avec les mouvements réformateurs occidentaux. Voilà.